Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors bien évidemment, ce n'est pas un nouveau format sur YouTube, mais moi je ne l'ai pas encore fait sur cette chaîne. Donc c'est l'occasion de vous présenter mon top 3 actions que vous pourrez acheter bien évidemment directement sur votre PEA. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on scinde cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, on va faire un petit rappel, donc on va pas s'attarder non plus 8 ans dessus, mais on fera un petit rappel sur le PEA. Dans un second temps, nous verrons quels vont être mes principaux critères de sélection. Vous allez voir qu'ils sont simples et faciles d'utilisation et d'interprétation. Et puis nous finirons forcément par les 3 actions et surtout à quel prix je les achète. C'est parti, grand 1, petit rappel sur le PEA. Donc c'est un livret qui permet aux résidents fiscaux français d'investir en bourse dans des entreprises ayant leur siège social en Europe. Et pour vous citer quelques avantages du PEA, après l'avoir détenu au moins pendant 5 ans, vous aurez le droit à des avantages fiscaux, notamment l'exonération d'impôt sur le revenu pour les gains réalisés, donc les plus-values, et les dividendes. Vous ne paierez que les prélèvements sociaux, donc 17,2% au lieu de la flat tax qui est de 30%. Vous allez pouvoir acheter et vendre des actions autant que vous le souhaitez. Votre imposition sur le gain est reportée tant que l'argent reste sur le PEA. Et le plafond, il est plutôt intéressant car si vous voulez épargner sur le long terme et vous construire une belle poche d'épargne, vous pouvez même monter jusqu'à 150 000 euros pour un PEA classique et 225 000 euros pour un PEA PME. Alors personnellement, je n'ai qu'un PEA tout court. Grand 2, alors maintenant que l'on a fait un petit point sur le PEA, plutôt les règles du PEA, quels vont être mes principaux critères de sélection? Alors déjà, je peux vous dire que le choix était difficile pour ce top 3. Même s'il existe beaucoup plus d'actions de qualité en Amérique qu'en Europe, je me suis vraiment attardé sur mes principaux critères de sélection pour déjà valider ou éjecter l'action lors de l'analyse. Alors là, je vous partage 4 critères, mais bien évidemment, si je veux vraiment acheter une action, je vais aller beaucoup plus loin dans la recherche. Je ne vais pas me cantonner qu'à 4 critères pour acheter une action. Ça, c'est sûr que non. Alors toutes les actions proposées elles auront un avantage concurrentiel reconnu et durable. Et pour ça, vous pouvez vous aider directement du rapport de Morningstar. Il est disponible gratuitement si vous avez un compte Interactive Broker. C'est pour ça que moi personnellement, j'en ai ouvert un à la base. Il y a un lien de parrainage si ça vous intéresse juste en bas dans la vidéo. Ensuite, l'action aura des marges élevées, alors stables ou en croissance. Bon, forcément, pour la croissance, c'est le mieux, mais il ne faut pas trop en demander non plus. Si déjà les marges sont stables, c'est très bien. Ensuite, donc troisièmement, il y aura un endettement faible. Et là, pour ça, on va prendre le ratio très simple d'utilisation dette sur EBITDA. Et comme vous le savez, je veux qu'il soit inférieur à 3. Et pour finir, à quel prix j'achète l'action? La méthode, elle va être simple et efficace. Elle est disponible sur l'application EcoInvest. Il n'y aura que 3 éléments à marquer. Ça vous calculera le prix grosso modo. Et après, vous ferez votre décision. On va voir ça tout de suite. Et c'est parti pour le classement des actions. La première action va être Hermès. Hermès, c'est une véritable icône de la mode et surtout du luxe à la française. La société existe depuis 1837 et appartient encore en grande majorité à la famille fondatrice. Et ça, vous le savez, le skin in the game, j'adore ça. Hermès est le spécialiste incontesté de la maroquinerie. Elle rayonne dans le monde entier, notamment grâce à ses pièces emblématiques comme le sac Kelly ou le Birkin. Bon, il faudra néanmoins débourser 8 000 euros ou même 25 000 euros pour les entrées de gamme, bien évidemment, parce que les modèles les plus chers s'échangent à des valeurs de, je crois, 150 000 euros ou même 1 million d'euros pour celui qui est en peau de croco. Comme quoi, même dans les sacs, on peut faire beaucoup d'argent. Alors, sinon, Hermès, est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels? Bien évidemment qu'elle en a. Elle est notée déjà large mode par Morningstar, ce qui est la meilleure note attribuée. Et en mode, on va pouvoir retrouver notamment une marque forte. Elle représente, comme on l'a dit, en haut le prestige et l'héritage de tout un savoir-faire. Hermès est connu dans le monde entier. Pas tout le monde peut s'offrir leurs produits, déjà pour le prix bien évidemment, mais aussi car vous devez être inscrit sur des listes et patienter longtemps, voire même plusieurs années avant de pouvoir vous acheter un sac. Bref, c'est comme Rolex, Hermès va contrôler la rareté de ses produits. Alors, on a vu qu'il y a de la marque forte, mais il y a aussi du pricing power. En effet, Hermès peut augmenter le prix de ses produits sans que la demande diminue. Pour moi, c'est vraiment le mode que j'adore. Pourquoi? Parce que l'entreprise, en augmentant les prix,
et en conservant un coût de fabrication quasiment identique, va augmenter ses marges de facto et donc générer de plus en plus de cash. Alors les amis, on se retrouve sur l'application EcoInvest et on va voir tout de suite quantitativement ce que donne Hermès. Donc on va se mettre vite fait en total return. Alors on va pas s'attarder, mais vous voyez niveau rentabilité pour l'actionnaire, c'est grandiose, c'est vraiment grandiose. Les marges elles sont magnifiques, mais c'est pas tout. Alors là l'évaluation du prix, on va voir ça à la fin, vous attardez pas non plus dessus. Nous on va aller dans l'onglet quantitatif et on va voir les marges. Les marges elles sont ici. Alors on va décocher le CAPEX sur OCF. Et là, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant, surtout la marge free cash flow qui a été en 2014 de 17,53% et 10 ans après, on est passé donc à 26,67%, ce qui en fait une superbe augmentation. On peut prendre également la marge brute qui est passée de 66,84% à 72,29%. Il y a une augmentation des marges monstrueuse et régulière dans le temps. On voit qu'il n'y a quasiment pas un seul moment où les marges ont chuté. Si vous voulez aller plus loin, on peut même prendre la marge opérationnelle qui est passée de 31 à 42, ce qui est exceptionnel. Alors pour ce qui est de l'endettement, alors on voit qu'il n'y a pas de rachat d'actions, hein, pas du tout. Mais par contre, niveau dette, niveau dette, on est à 0,32, ce qui est en fait insignifiant. Il n'y a pas de dette. Tout simplement, c'est une machine à cash qui peut se vérifier par les free cash flow. Alors les free cash flow, ils sont ici, vous voyez, on était à 722 millions d'euros de free cash flow en 2014 pour passer à 3,5 milliards de free cash flow en 2023, ce qui est énorme. Si vous voulez aller un peu plus loin pour les petits curieux, vous pouvez aller dans les flux de trésorerie et là vous voyez qu'ils sont vraiment en augmentation de façon continue. Pour les dettes, vous allez dans le bilan. Et dans le bilan, alors là, vous voyez, hein, il y a 10 milliards de cash. Voilà, donc trésorerie et équivalent trésorerie. Ici, c'est vraiment le cash prêt à être déboursé tout de suite à l'instant T. Contre un total de la dette, voilà. Hermès a 2 milliards de dettes, voilà, ce qui est vraiment rien du tout pour 10 milliards de trésor. Donc Hermès n'est pas du tout endetté, c'est une boîte solide à fond. Alors maintenant c'est pas tout, on sait qu'Hermès est une très bonne boîte, mais à quel prix je l'achète? Alors le Price Earning Ratio, donc le PER, donc actuellement il est à 50,61 et le PE sur 10 ans était à 46,58. Bon déjà il est plus cher, ça c'est sûr. Ce qui en fait pas une bonne nouvelle niveau valorisation. Mais on va prendre le Price to Free Cash Flow qui a été en fait il y a 10 ans à 41,80 contre 62,12 aujourd'hui, ce qui en fait un surplus de 48%. C'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Donc déjà là, les amis, vous pouvez voir que historiquement, Hermès est quand même bien au-dessus de sa moyenne sur 10 ans, enfin plutôt sa médiane sur 10 ans, ce qui commence mal niveau valorisation tout simplement. Alors dans l'onglet évaluation, donc c'est le nouvel onglet, vous pouvez ranger soit les bénéfices par action, soit le free cash flow par action. Alors là en croissance prévue, qu'est-ce que je vais mettre? Alors je vois que sur 10 ans on est à 21,5 et sur 5 ans on est à 24,6, donc ça a tendance à augmenter. On va vraiment jouer la sécurité, je pense qu'on va mettre 22. C'est une estimation qui est un peu pessimiste parce que la majorité des ventes sont en Asie et l'économie chinoise, vous le savez, en ce moment se porte pas très bien non plus. Alors en multiple final on va mettre 40, je vais pas mettre plus parce que pour moi ça me paraît vraiment inconcevable de mettre plus en PER. Donc mettons 40 et regardons ce qui se passe. Donc le CAGR estimé sur 5 ans on serait à 11,47, donc juste un tout petit peu en dessous du CAGR prévisionnel pour dépasser le S&P 500. Le prix juste serait de 2099 euros, donc ouais franchement elle est quand même chère. Elle est quand même chère. Moi, je pense que, honnêtement, là, de ce que je vois, c'est qu'on sous-performerait très légèrement le S&P 500. La marge de sécurité, elle est de moins 2,37. C'est trop faible. Vraiment, pour moi, je trouve ça trop faible. Donc, je préfère trouver une opportunité ailleurs. Mais, de toute façon, Hermès a rejoint ma watchlist Quality Companies direct parce que dès qu'elle arrive à un prix qui me paraît raisonnable, je l'achète et je la renforcerai à coup sûr. C'est parti pour la deuxième action qui est ASML. Alors même si elle est moins connue que la précédente action, il n'empêche que c'est un véritable mastodonte dans les semi-conducteurs. Elle a été fondée en 1984.
C'est une entreprise néerlandaise qui fabrique des équipements et des machines de lithographie qui vont être essentielles pour l'industrie des petites puces. Alors son avantage concurrentiel, bon, déjà elle aussi elle est notée large mode par Morningstar et elle a des avantages concurrentiels bien solides et durables, comme notamment déjà sa position de monopole dans son segment de la lithographie EUV, car c'est tout simplement le seul fabricant au monde capable de produire et d'entretenir ces machines. Et tous les fabricants de puces ont besoin d'elle. Et forcément, ASML va profiter de sa position dominante pour consolider ses barrières à l'entrée. Pour un nouvel entrant, il est quasiment impossible de concurrencer la société néerlandaise. Il faudra investir des millions et des millions d'euros, des années de recherche et avoir une équipe d'ingénieurs tout simplement qui est plus forte que celle d'ASML. Donc forcément, le coût et la durée ne vaut peut-être pas la peine d'essayer pour les nouveaux entrants. Ils vont préférer aller concurrencer d'autres acteurs sur d'autres branches de cet écosystème comme, je sais pas, Intel et Samsung, où leur avantage concurrentiel est quand même un peu moins, j'ai envie de dire, un peu moins important que ASML. Alors c'est parti, donc quantitativement, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? On va aller voir ça tout de suite. Ça charge, donc déjà, note quantitative 14,5 sur 20, ce qui est une bonne chose. Bon, là, quand vous voyez l'évaluation du prix, c'est par rapport à ces prix ici. Bon, là déjà, le petit spoiler me dit qu'elle va être chère, mais on va voir ça juste après. Nous, ce qu'on veut, on va aller dans l'onglet quantitatif. Ok, donc là, le revenu est en croissance. On va aller dans les rentabilités, donc les marges. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on voit? La marge brute en 2014, elle était à 42%, elle est passée à 50%, ce qui fait plus de 8 points d'augmentation. C'est vraiment une très belle augmentation. En plus, il ne faut pas oublier que c'est quand même un secteur qui est assez cyclique, donc des marges qui sont relativement en croissance, même en belle croissance pour la plupart, c'est quand même quelque chose de très encourageant pour la suite. On voit que les actions sont en circulation légèrement, mais sûrement. Et niveau dette, on est à 0,49 de dette. Ok, donc ça veut dire qu'elle est quasiment pas endettée, ce qui est vraiment rare pour une entreprise de ce secteur, parce que dans les semi-conducteurs, là, on vend pas du cloud, c'est vraiment beaucoup de capex, des grosses machines, ça vaut cher à la fabrication, les brevets, etc. Donc ça veut dire qu'elle doit cracher énormément de free cash flow. On est passé en 2014 de 667 millions à 3,2 milliards, avec un pic à 9 milliards, ouais, quasiment 10 milliards de free cash flow en 2021. Ok, d'accord, ouais, donc c'est une machine à cash. Ok, bon, sinon, à combien j'achète ASML? Donc, on va voir le price earning ratio. Donc, historiquement, sur 10 ans, on était à 34, ce qui est plutôt bien, hein, et aujourd'hui, on est à 43,86, ce qui est complètement délirant. Le price to free cash flow sur 10 ans, on était à 42,35, ce qui est bien, et là, on est à 101,25. Bon, là, pour le coup, j'ai pas besoin de vous faire beaucoup de dessins, c'est complètement surévalué. On est en plein dans la hype des semi-conducteurs. Sans plus tarder, commençons tout de suite par l'onglet évaluation. Alors, dans la croissance prévue des free cash flow per shares, je vais mettre 15. Pourquoi? Vous allez le voir très vite. Parce que là, vous le voyez, sur 10 ans, on était à 25,8. Ensuite, on est passé à 19,6, donc il y a quand même une descente. Et vous voyez quand même ici que ça a tendance à revenir à la normale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une explosion de la demande à un moment, donc on était en plein dans la bulle, alors on y est encore pour moi, mais il y a vraiment une explosion de la demande. Ça fait un peu pareil dans le marché du luxe, et là en fait c'est un retour à la normale, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des free cash flow par action de 24 euros pendant 8 ans, ça c'est clair. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ouais. Faut pas oublier que selon moi, la bulle des semi-conducteurs est bien réelle, donc ça je vous l'ai dit. Donc je fais vraiment personnellement attention à ne pas trop payer les boîtes de ce secteur. Les free cash flow ont tendance à revenir sur des niveaux d'avant-bulle, hein, comme je vous montre ici. Et donc je vais ne pas payer 24 euros ou 18 euros de free cash flow per shares pour acquis, comme si ça allait se reproduire chaque année. Ça serait complètement débile. Je suis optimiste, mais je suis pas non plus Mère Teresa. Donc, en sachant bien évidemment que cette industrie, comme je vous l'ai dit, est très sensible à ces différents cycles. Donc, les amis, prudence. Et en multiple final, je vais mettre 40 parce que moi, 42, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Et là, la marge de sécurité, on la respecte pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le prix juste, il serait de 376 euros. Donc, peut-être que j'étais un peu méchant. Peut-être, parce que là, si je mets 20, ouais, si je mets 20 et 45, on va voir.
Ouais, bon, en fait, elle est carrément trop chère, hein, tout simplement. Il n'y a pas 800 questions à se poser. Ouais, la marge de sécurité ne serait pas respectée. Il y aurait un CAGR estimé à 4,18%. Et le prix juste serait de 523 euros. Alors que j'y suis allé fort dans la croissance prévue et dans le multiple final. Donc, pour moi, elle est carrément trop chère. Acheter ASML à des valorisations comme celle-ci, pour ma part, représente plus de spéculation que d'investissement. Alors, on va passer à la troisième et dernière action qui est LVMH. Donc là, je pense que vous la connaissez par cœur, mais on va quand même en reparler. En toute transparence, j'en suis déjà actionnaire et elle représente la deuxième plus grosse position de mon portefeuille. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur cette action, j'en avais déjà fait une analyse, je pense que je vais en refaire une dans pas longtemps parce que j'adore cette boîte, j'adore le management, même si Bernard Arnault, on le sait comme moi, c'est un peu âgé. Donc LVMH, pour ceux qui ne la connaissent vraiment pas, c'est 75 maisons, certaines existant depuis des décennies, voire des siècles, comme sa marque phare Louis Vuitton, Dior ou même Dom Pérignon et Ruinart, qui font de l'entreprise un véritable conglomérat, voire même un ETF luxe à part entière, comme disent certains investisseurs. LVMH a été fondée en 1987 et est rachetée la même année par notre célèbre milliardaire français Bernard Arnault. Alors l'avantage concurrentiel de LVMH, bon, sans trop de surprise, Morningstar lui donne la notation de large motte. Et vous allez voir tout de suite que des avantages compétitifs, LVMH, eh ben, elle en a pas mal. Déjà, elle a des marques fortes. Louis Vuitton, Givenchy, Berluti. Et bien évidemment, sa marque que tout le monde raffole et consomme, Sephora. C'est vraiment une marque de fou. Moi, je pense que vous êtes déjà passé devant un Sephora, c'est tout le temps blindé. Il y a toujours des. Bon, il y a toujours des filles, hein. Il y a des filles qui consomment principalement chez Sephora. C'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, parmi ces marques, enfin, même ces marques ont des avantages concurrentiels, hein. C'est pas que LVMH qui a des mottes. Sephora a des mottes, Louis Vuitton a des avantages compétitifs aussi. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui est très puissant. LVMH, c'est aussi un portefeuille qui est très bien diversifié. Maroquinerie, parfums, horlogerie, vins et spiritueux, avec notamment ses marques de prestige Château d'Yquem ou Cheval Blanc, et son segment de la distribution sélective avec sa marque Sephora, comme on l'a dit juste en haut, qui cartonne dans tous les pays. Et en fait, les amis, avec ce portefeuille diversifié, eh ben LVMH va mieux résister aux différents cycles économiques que par exemple son grand rival, pour le citer toujours, Kering, qui lui est trop dépendant de ses marques Gucci et Saint-Laurent. Et forcément, vous le savez, en ce moment, Gucci, ce n'est pas la panacée. Pas Gucci, enfin si aussi, mais je vais regarder juste le cours de Kering en live du coup. Waouh, ouais, c'est atroce. 70% depuis ses plus hauts et depuis le début de l'année. Waouh, moins 40%. Ouais, en ce moment, c'est vraiment pas la folie. Ouais, c'est vraiment c'est comme Burberry, hein. Burberry, c'est la chute libre si on regarde vite fait dans le marché du luxe. Waouh, 75% aussi. Ouais, ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, revenons à nos moutons. On va voir quantitativement ce que donne LVMH. Niveau des marges, on voit 68% de marge brute, marge nette 16,31%. Mais on va voir dans le temps surtout, est-ce qu'il y a une érosion ou pas. Donc là, on voit que la croissance, elle est continue, elle est régulière, elle est stable, elle est parfaite, elle est linéaire. Et ça, on adore. Alors, les marges, bon, elles sont en croissance, surtout la marge brute, d'après ce que je vois, et la marge opérationnelle. Donc, en marge brute, en 2014, on était à 64% et on est passé à 68%, donc il y a 4 points d'écart. Et en marge opérationnelle, 18,55% en 2014 et cette année, on est à 26,18%, ce qui fait une augmentation plutôt correcte de quelques points, mais qui ne sont pas à négliger. Vous savez, une entreprise qui peut augmenter ses marges, ça veut dire beaucoup. Alors sinon, l'endettement, alors les actions en circulation, c'est le même niveau. Le ratio dette sur EBITDA, qu'est-ce que l'on peut voir? Bon du coup, c'est l'action qui est le plus endettée, alors entre guillemets, hein, le plus endetté parmi les trois que je vous ai proposés aujourd'hui, parce qu'elle a un ratio dette sur EBITDA égal à 1,27. Donc il faudrait à peu près 1,27 ans pour payer l'entièreté de ses dettes, ce qui est vraiment c'est insignifiant, hein. C'est une entreprise qui est quasiment pas endettée, c'est un ratio dette
sur EBITDA égale à 1,27, c'est très bien. Et on voit qu'en 2020, au plus haut de son endettement, quand c'était la galère avec le Covid et tout, on était à 2,86. Donc c'est vraiment une dette qui est maîtrisée. Et d'ailleurs, on va aller voir juste le cash qu'elle a. Alors le cash est ici, flux de trésorerie. On est passé de 2,8 milliards de cash en 2014 à 10,5 milliards de cash. Ok, donc si on fait une super augmentation. Et le bilan, on a 6 milliards qui dorment sur les comptes prêts à l'action. Et on a une dette de 38 milliards. Ok, mais on a des actifs de fou. Des investissements à court terme de quasiment 5 milliards, trésorerie investissement on a 11 milliards. Ouais, donc c'est une boîte qui est quand même très 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 solide. Elle est un peu endettée, mais il y a quand même rien de méchant. Et par rapport à son management, c'est quand même une boîte qui est une boîte très solide. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, ouais, il y a une augmentation de la dette en 2019 parce qu'on est passé de 0,9 à 1,81. Mais en 2019, ouais, en 2019, c'était le rachat de Stéphanie de mémoire où LVMH l'avait racheté pour quasiment 16 milliards. Donc ça doit s'expliquer pour ça. En fait, il y a eu une augmentation de la dette en 2019 et ils sont en train de la racheter progressivement, ce qui en fait une bonne nouvelle. Alors sinon, les résumés, on va voir un peu au niveau de la valorisation, à quel prix on l'achète. Donc le PE sur 10 ans, on est à 26,59, aujourd'hui on est à 23,47, ce qui en fait une différence de 11,74%. C'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'elle est déjà décotée par rapport à sa valorisation médiane sur 10 ans. Et le price to free cash flow, on est à 29,36 sur 10 ans. Et aujourd'hui, le price to free cash flow ratio, on est à 27. Donc là aussi, il y a quand même une petite marge de sécurité en place. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir tout de suite dans l'onglet évaluation à quel prix on la paye. Donc la croissance prévue des free cash flow, eh ben, je vais mettre 15 aussi parce que là, 19,2, 16,5, on va jouer la sécurité. Parce qu'on voit quand même que les free cash flow ont tendance à diminuer dans le temps. C'est normal, vous inquiétez pas, LVMH se porte très bien, mais la folie des années post-Covid où les gens achetaient du luxe car ils n'avaient rien dépensé pendant des mois est tout simplement finie. Il y a juste un retournement à la normale des dépenses, hein. Les gens ne sont plus complètement dingues à payer tous les sacs hors de prix. Voilà, ça revient à la normale. Après, comme pour Hermès et toutes les entreprises de ce secteur, on l'a vu rapidement juste avant avec Kering et Burberry, la croissance en berne chinoise les met un peu à mal, c'est normal, car c'est principalement en Asie, avec leur classe moyenne qui est de plus en plus importante, qui s'enrichit et qui dépensait à tout va dans leurs produits. Mais aujourd'hui, vous le savez, la Chine, c'est plus la panacée, donc c'est un peu compliqué forcément pour toutes ces entreprises-là. Et le multiple, on va mettre 25, voilà, 29, 25, price to free cash flow de 25. Alors là, on a été un peu méchant, mais voilà, on va jouer la sécurité. Et donc, le prix final estimé sur 5 ans, on serait à 1065 euros ici, avec des free cash flow per shares de 42 euros projetés, ce qui nous ferait un CAGR estimé de 17,2%, ce qui est inférieur au CAGR du S&P 500. Le prix juste serait 604 euros. Et donc là, il y a une marge de sécurité qui n'est pas forcément respectée, ou en fait qui est assez faible, hein, parce qu'on est à moins 8,39%. Ok, donc LVMH, vraiment, pour moi, elle est aujourd'hui un tout petit peu surévaluée, et donc la marge de sécurité ne serait pas pleinement respectée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 semaines, LVMH était à 590 euros. Donc là, LVMH était une belle affaire. Moi, je pense que je vais attendre honnêtement qu'elle réarrive sur ces niveaux-là. Surtout, je me suis déjà renforcé au mois dernier, donc je ne vais pas racheter non plus tous les mois LVMH, sinon ça va complètement déséquilibrer mon portefeuille. Mais personnellement, si ça retourne à des prix attractifs, eh ben, je rachèterai, je me renforcerai dans LVMH. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait mon top 3, j'ai essayé d'être assez rapide, mais voilà, il fallait quand même qu'on explique bien. C'est pas tout de balancer les actions, il faut quand même les expliquer à peu près. Et il faut aussi savoir à quel prix on les achète. Après tout, si vous achetez une entreprise trop chère, et ben votre performance ne sera que réduite. Ça peut même être une entreprise de qualité exceptionnelle, etc. Si vous l'achetez trop cher, votre performance est médiocre. Et sera médiocre, c'est sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc,
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Les abonnés montent, les abonnés montent, faut pas que ça s'arrête. On a utilisé l'application EcoInvest comme d'habitude, il y a 10% de réduction sur l'abonnement annuel et mensuel. Donc vous pouvez aller directement en description, il y a des liens de parrainage pour Interactive Broker, pour le PEA de Bourse Direct. Faites-vous plaisir, donnez-moi un peu de force. Et sur ce, on se retrouve très bientôt, dimanche prochain du coup, à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Et ben, bonne semaine à vous, ciao, salut.